Passé, Francis Laloupeau, vous allez mieux? Ça va bien, merci. Bon, c'était pas une maladie diplomatique, hein, c'était une vraie maladie, je crois, la semaine passée. Oui, mais ça va très bien maintenant, merci beaucoup. En pleine forme. Donc, pour Africa numéro 1, Francis Laloupeau. Pour Beurre FM, le 6 millions jeune homme à qui on ne parle pas de maladie, à son âge, on n'a jamais de maladie. Nadir Djenad, bonjour. Pour Beurre FM, bonjour. Et puis, Claude Régent, bonjour. Alors là, un peu de respect, parce que c'est le directeur de la rédaction des RFO de Paris. Hein, pas moins. Voilà. Claude Régent est avec nous. Et puis, enfin, Éric Zemmour, le journaliste du Figaro, le polémiste que vous connaissez bien, il fait pratiquement tous les plateaux de télévision. Je ne sais pas comment il fait avec son temps. Vous avez remarqué, ça passe en boucle. On a un absent, c'est notre ami Dominique Volton, notre grand chercheur du CNRS, est actuellement quelque part en Éthiopie. Il nous reviendra, je l'espère, la semaine prochaine en bon état et toujours aussi vif. Voilà pour les présentations. N'oubliez pas, si vous voulez nous écrire, on a une adresse mail, ça doit s'afficher sur l'écran. Voilà, hebdofranço@rfo.fr. hebdofranço@rfo.fr. Au sommaire de cette émission, on va parler de la chute présumée du dictateur du Zimbabwe, j'ai nommé Robert Mugabe, du contingent supplémentaire français qui doit arriver en Afghanistan et des initiatives du président Nicolas Sarkozy vis-à-vis de l'OTAN, du racisme dans le football et enfin de l'existence d'un boîtier qui s'appelle Beethoven, un boîtier anti-jeune. Oui madame, oui monsieur, ça existe, on en parlera tout à l'heure. Mais nous ne saurions commencer l'émission sans vous rappeler le sort d'Ingrid Betancourt. À l'heure où nous enregistrons, nous savons qu'elle est encore prisonnière des FARC, nous savons que sa santé est chancelante. Nous espérons tous que peut-être ces informations deviendront très vite obsolètes, mais nous n'en savons rien. Alors n'oubliez pas, dimanche dans toute la France, les comités de soutien à Ingrid Betancourt organisent une marche blanche. À Paris, ça démarrera place de l'Opéra à 14h30. Et puis, renseignez-vous pour les villes de province. Dans toute la France, il y aura ces manifestations. Voilà. On va passer tout de suite au Zimbabwe parce qu'on a un sommaire bien chargé cette semaine. Alors, 28 ans de règne pour Robert Mugabe, c'est long, mais ça semble se terminer enfin. Puisqu'à l'heure où nous parlons aujourd'hui, eh bien, il a perdu l'élection législative et il est en passe de perdre l'élection présidentielle. Il y aura peut-être un second tour, le parti du président Mugabe se réunit. Comme par hasard, 2 journalistes étrangers viennent d'être arrêtés pour avoir contrevenu aux lois sur les médias à Harare. On a plutôt l'impression que c'est une façon de détourner l'attention de la communauté internationale du processus électoral. Alors, de toute façon, une page est en train de se tourner au Zimbabwe, mais comment ce pays peut-il se relever, Francis Laloupeau? Ah oui, là, c'est une vaste question. Je crois qu'il faudra faire un programme post-Robert Mugabe pour remettre sur pied le Zimbabwe, avec une inflation qui a battu tous les records de tous les temps. Mais je crois qu'il faut peut-être désormais dépassionner le débat sur le Zimbabwe. Bon, pour l'instant, Robert Mugabe est toujours au pouvoir. Hein. Il n'a pas perdu les élections officiellement. Il y aura peut-être un second tour. Mais c'est déjà un événement que de savoir que l'opposition a remporté les élections législatives. Voilà. Moi, j'aimerais tirer 2 enseignements de ce qui se produit actuellement au Zimbabwe. Premièrement, nous n'avons pas affaire à un coup d'État ni à une insurrection populaire. Donc, ce qui se produit là en ce moment sous nos yeux montre bien les changements dont nous parlons depuis quelques années, ces changements qui s'opèrent en Afrique. C'est-à-dire que le fait de voir qu'un autocrate comme Robert Mugabe peut éventuellement quitter le pouvoir demain par la volonté des urnes. C'est-à-dire que c'est quand même important, parce que quand on a, peint le portrait de Robert Mugabe, on n'imaginait pas que les urnes puissent avoir raison de lui. Donc cela montre simplement les indices des changements très importants en profondeur qui s'opèrent en Afrique depuis quelques années, c'est-à-dire un processus démocratique qui est absolument irréversible. Deuxième enseignement, je crois qu'il faut dépassionner le débat sur Robert Mugabe. C'est vrai que j'entends comme ça, nous entendons depuis quelques années une sorte de chœur antique en Europe, en Occident généralement, qui dépeint Robert Mugabe comme un sombre autocrate, un obscur dictateur, et rien que cela. Oui. En omettant pas vraiment un grand démocrate quand même. Hein. D'accord, mais je crois que pour bien comprendre, pour que le grand public puisse bien comprendre ce qui se passe au Zimbabwe, il faut parler de Robert Mugabe en tant que dictateur, c'est un fait, en tant qu'autocrate surtout, parce qu'on n'est pas en dictature, on est quand même dans un pays avec un multipartisme agissant, actif, et donc nous avons affaire à un autocrate, mais qui est issu d'une histoire qu'il ne faut pas occulter non plus. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre l'histoire du Zimbabwe sans en occultant cette histoire-là. Rappelons que c'était la Rhodésie. Il faut quand même dire que ceux qui donnent des leçons aujourd'hui au Zimbabwe, c'est-à-dire notamment la Grande-Bretagne, sont quand même des gens qui ont installé un apartheid en Rhodésie qui deviendra le Zimbabwe pendant de très très longues années, et que Robert Mugabe est l'émanation d'une guerre de libération qui a extrait ce pays d'une situation d'apartheid, c'est-à-dire
une des formes extrêmes de la cruauté, à cet État, cette nation en devenir. C'est pas une raison, excusez-moi, mais c'est pas une raison pour passer de cette situation antérieure coloniale à une autre situation qui a été épouvantable. L'un n'excuse pas l'autre, mais je trouve qu'on ne rappelle pas souvent cette histoire-là. Ça y est, le débat est lancé. Si c'est vrai que Éric Zemmour souvent nous amène à considérer, à jeter un regard sur le présent en convoquant régulièrement l'histoire. Donc on ne peut pas, je veux dire, non plus. Vous l'avez fait avant lui pour être sûr de lui couper l'herbe sous le pied. On ne peut pas avoir une idée complète. C'est une question simplement. C'est une question, je dirais, d'appréhension d'une situation dans son exactitude historique. On comprend bien. Donc c'est important de savoir ce qu'était la Rhodésie. On va passer la parole à Éric Zemmour. Ce qu'est devenu Robert Mugabe. Justement, c'est très bien qu'ils disent ça parce que justement, j'avais prévu de dire exactement ça. Ça va devenir un jeu entre nous. Mais non, mais c'est normal parce qu'on se connaît maintenant de plus en plus. Donc on connaît ses réflexes. C'est vrai que moi, j'essaye toujours de comprendre le présent et l'avenir par rapport au passé. Donc Francis a tout à fait raison. Moi, je suis d'accord avec lui. Mugabe est la revanche, entre guillemets, de la colonisation. Et comme la colonisation anglaise avait été fort cruelle, moi je pense que c'est sans doute avec la Belge dans l'échelle, si j'ose dire, de la cruauté des colonisateurs la pire, parce que celle qui le ressort, c'est celle qui ne se mélange jamais. C'est en retour, la revanche a été féroce. Et a été d'une grande cruauté. Et délirante. Bien sûr. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, et c'est là, ça pose un vrai problème, soyons cyniques jusqu'au bout. Et soyons pleins de la logique historique. Moi, je comprends très bien, Francis a raison, je suis tout à fait d'accord, ça ne m'a pas étonné. Le problème, c'est que ça a provoqué, cette revanche historique, une catastrophe économique. Absolument. Alors que la cruauté anglaise avait provoqué pour les Anglais un enrichissement économique. Pour la minorité anglaise. Mais je l'ai dit, évidemment, on est d'accord. Mais là, c'est un appauvrissement pour tout le monde, à part vraiment quelques rares profiteurs. C'est plus de l'économie. Donc ça pose un vrai problème que d'ailleurs l'Afrique du Sud essaye d'éviter ce piège mortel de la simple revanche cruelle et a essayé de garder, je dirais, une élite blanche pour faire la transition. Ce qui ne manque pas d'ailleurs, même en Afrique du Sud, c'est pas une situation idyllique, contrairement à ce que prétendent nos médias français. Il y a une délinquance complètement folle, qui est, d'après moi, je pense que Francis ne me démentira pas. Non, mais il y a une délinquance complètement folle contre les Blancs, voilà, qui est quelque part une revanche qui n'est pas assumée par le pouvoir d'État. Ceci étant, il y a eu en Afrique du Sud Nelson Mandela et c'est ce que j'allais dire. Zimbabwe, voilà, exactement. Voilà. Moi, je dirais Nadir Djenad et enfin Claude Régent. Moi, je dirais que Robert Mugabe jouit encore d'une certaine popularité en Afrique, grâce notamment à cause de ses diatribes anti-coloniales, mais aussi grâce à certaines de ses mesures qui en Occident ont choqué, mais ont eu quand même un écho positif en Afrique. Je citerai deux mesures, par exemple. On en a déjà parlé sur ce plateau. Par exemple, la réforme agraire lancée en 2000. Exactement. C'est ça la revanche. L'occupation souvent violente des terres des terres que disposait la minorité blanche, et aussi l'exil de ces fermiers. Mais il y a une autre aussi mesure, c'est la loi d'indigénisation. C'est-à-dire que une loi qui a été votée récemment et qui a rencontré un certain écho. Cette loi stipule que elle vise à assurer que plus de 50% du capital des entreprises étrangères soit détenu par des Noirs. Donc c'est vraiment deux mesures vraiment qui rencontrent un certain écho, même si elles choquent en Occident. Mais vous avez raison, je pense que Mugabe, s'il était considéré comme un héros hier, aujourd'hui donc il est un despote, et la population donc a voté pour un changement. La population a voté pour un changement. Claude Régent ? Oui, juste deux observations. Moi, je ne suis pas sûr que les choses se passent aussi facilement que ça. J'entends dire, il semblerait que l'armée soit quand même tout à fait prête à intervenir. Pendant que nous parlons, il y a une réunion du bureau politique du parti Mugabe. On ne sait pas. Et deuxième chose, je trouve que 28 ans, certes par des voies démocratiques, mais enfin 28 ans pour éliminer un dictateur, c'est quand même très long pour les populations. Je me dis qu'il y a peut-être d'autres endroits dans le monde où on aurait pu, sur le plan international, par exemple, faire des pressions un peu plus fortes, l'Union africaine, je ne sais, pour se dire, faudrait peut-être arrêter, parce que l'exemple qui est donné, du coup, non pas uniquement aux Africains, mais au monde entier, il est très négatif pour l'ensemble de l'Afrique. C'est important ce que vous dites, parce que il me semble c'est très important ce que vous dites. D'abord, il y a deux choses. D'abord, c'est 28 ans d'un pays qui est indépendant depuis 30 ans à peu près. Et d'autre part, ce qui est intéressant aussi à noter, et je rebondis sur ce que disait Nadir, c'est que les Anglais, jusqu'à ce que Robert Mugabe engage cette fameuse réforme agraire,
qui dépossédait les Blancs de la terre. C'est relativement récent, ça fait il y a 5-6 ans à peine. La Grande-Bretagne et les États-Unis s'accommodaient parfaitement de Robert Mugabe, autocrate. Et qu'il a fallu donc que ces réformes agraires interviennent pour que, du coup, on découvre le dictateur et qu'on le fustige depuis quelques années, depuis quelques petites années seulement. Donc, justement, cette communauté internationale a été, d'une certaine manière, complice. Enfin, il y a une sorte d'indulgence coupable. Mais non. Et le peuple, les intérêts des Anglais et des Américains. Le peuple zimbabwéen a été très oublié pendant des années par cette communauté internationale jusqu'à ce que Robert Mugabe engage sa réforme agraire. Et je veux dire, c'est quand même ça aussi qu'il faut souligner. Et alors, il y a aussi de temps en temps, il faut que la communauté internationale se rappelle que dans ces pays il y a aussi des peuples. Alors, on va donner la parole pour une conclusion à Nadir. Il y a aussi une inquiétude parce que les résultats n'ont toujours pas été annoncés. On parle d'un second tour, mais il y a aussi, les observateurs africains et les voisins du Zimbabwe craignent un scénario à la kenyane, c'est-à-dire qu'on se souvient au Kenya, après des élections, il y a eu une contestation et il y a eu une spirale de la violence. Donc on ne peut pas exclure un scénario analogue pour le Zimbabwe. Bon. Tout le monde on s'arrête là. Hein. Alors, on va maintenant aller un peu plus loin en Afghanistan. Vous savez que le président Nicolas Sarkozy l'a annoncé. Il a décidé d'envoyer plus de soldats dans cette région du monde. De nombreux observateurs comparent déjà la situation de l'Afghanistan à celle du Vietnam avec les États-Unis d'il y a quelques années. On parle de bourbier, on parle d'enlisement. Est-ce que envoyer des soldats supplémentaires va permettre de sortir du bourbier, Nadir? Alors tout d'abord, rappelez que la France est présente avec un contingent d'à peu près 1700 soldats en Afghanistan. Alors que fait la France en Afghanistan? Essentiellement de la formation. Elle forme l'armée afghane, elle sécurise Kaboul et elle participe aux frappes aériennes contre et pas même que les forces contre les talibans. Ont été rapatriées. Voilà, effectivement. Il faut juste noter que depuis l'intervention, que depuis la guerre déclenchée en Afghanistan, il y a eu une douzaine de soldats, 12 soldats français qui ont été tués. Alors comment sortir de ce bourbier? Vous parliez de bourbier, tout simplement en confiant la sécurité aux Afghans eux-mêmes. Mais dans le cas actuel, c'est impossible. L'Afghanistan est en reconstruction et l'armée est mal en point. Donc pour l'instant, c'est difficile. En fait, finalement. La seule solution, c'est celle qu'on a décidé ou qu'a décidé Nicolas Sarkozy, de renforcer les troupes. Mais justement, j'allais y venir. Donc pour l'instant, donner la sécurité aux Afghans eux-mêmes est difficile. Pourquoi? Parce que même s'ils ont été chassés du pouvoir, les talibans restent une menace encore dans le pays. Donc jeudi dernier, les talibans ont annoncé le lancement d'une vaste offensive dans le pays. Et depuis 2006, il y a la multiplication des attentats suicides. Et les talibans donc causent de nombreuses pertes aux forces alliées. Donc je dirais qu'il y a à peu près 200 en 2007, 200 soldats qui ont été tués en Afghanistan. Donc il y a cette crainte-là. Nicolas Sarkozy disait que l'Afghanistan est aujourd'hui un enjeu donc en matière de sécurité internationale. Vous imaginez si les talibans reprennent le pouvoir en Afghanistan, l'impact que cela aurait, je pense, sur les groupes islamistes, notamment en Irak. Donc pour les pays engagés, les pays occidentaux, il est impossible de revenir en arrière. On ne sait jamais. Bon. Les pays occidentaux engagés pour les pays occidentaux engagés dans cette guerre, je pense qu'il ne faut absolument pas que les talibans reprennent le pouvoir. Claude Régent. En tout cas, la comparaison avec le Vietnam me paraît un peu farfelue parce qu'on n'est pas du tout dans le même décor. C'est tout à fait autre chose. Là, c'est une intervention, comme vous le dites, qui est décidée au niveau international, qui met en jeu beaucoup de choses. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'il y a... Bien sûr, on n'est pas dans la guerre froide, et puis il y a tellement d'autres différences, et puis même une différence militaire. Le terrain n'est pas le même. Une seule chose qu'on peut dire, c'est que on pouvait imaginer que face aux talibans, une armée moderne gagne plus de guerre. Aux Russes, ils comme au Vietnam, ils n'ont jamais pu. L'armée rouge n'a jamais pu se déloger. C'est pas demain qu'on y arrivera. Alors c'est vrai qu'on en est sur cette stratégie de on sécurise Kaboul, on fait des petites choses. Ce qu'on peut noter quand même, et là ça me paraît assez clair, c'est qu'il y a eu sans doute une pression énorme des États-Unis et surtout des Canadiens, parce que les Canadiens ils sont apparemment en première ligne. Ils ont eu 80 morts et à un moment je crois qu'ils devaient se dire mais on peut pas continuer tout seul. Il n'y a pas de raison qu'on y soit. Alors cette pression-là, Nicolas Sarkozy a pris cette décision. Il est bien certain qu'on n'est pas dans une guerre classique, on est dans une guerre ingagnable, mais peut-être aussi que les talibans ne la gagneront jamais eux aussi. Eux non plus, parce que pour prendre le contrôle d'une ville, c'est pas simple, et surtout ils ont quand même laissé des traces telles que la population, je ne pense pas qu'elle se lève pour les accueillir encore une fois en libérateurs. On comprend bien, Claude, mais Eric, il reste qu'à un moment ou à un autre, la solution sera politique.
On n'y est peut-être pas encore, mais je ne vois guère une solution exclusivement militaire. Et puis pendant la guerre, les pavots continuent. Hein, si oui, c'est parce qu'il y a aussi ça, ce problème-là qui est quand même très important. Tant qu'on n'aura pas mis la main sur cette affaire-là et sur cet argent de la drogue, eh bien, il y aura forcément des problèmes. Je crois qu'il y a une histoire de niveau. Eric, ensuite Francis. Premièrement, le niveau afghan. C'est une guerre que on ne gagnera. Moi, je suis d'accord avec Claude. On ne gagnera jamais. C'est réglé. Les Russes n'ont pas gagné. Les Anglais, on parlait des Anglais tout à l'heure au 19e siècle, ils ne l'ont jamais gagné. Donc, on la gagnera pas, c'est sûr. Maintenant, on essaye de ne pas la perdre. C'est déjà une chose, on voit où on en est. Moi, je vais vous dire, je fais pas de pronostic, mais moi, je pense qu'on va la perdre et que les talibans reviendront. Parce qu'il y a mais bon, c'est un pronostic qui n'engage que moi. Je pense qu'il y a une logique, qu'ils sont alimentés par le Pakistan, que le Pakistan est leur base arrière, que l'armée pakistanaise est talibanisée, que les services secrets pakistanais sont partagés. Oui. Bon, donc bref, il y a l'argent du trafic de drogue qui alimente les madrasas islamistes, etc. Tout ça fait une magnifique tambouille. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'on l'a déjà perdu. Maintenant, Sarkozy, je pense qu'il le sait aussi bien que moi, si j'ose dire, même mieux, et qu'il fait ça, et je passe au deuxième stade, pour donner un gage d'amitié aux Américains. Ça va avec l'intégration au commandement intégré de l'OTAN. Merci, au commandement. Vous me volez ma prochaine question, mais allons-y. C'est la logique. Voilà. Au commandement intégré de l'OTAN. Alors, donc se pose la question de l'OTAN. Et on y revient vite. Sarkozy n'a pas commencé, il faut être honnête avec lui. Chirac avait déjà commencé avant à réintégrer l'OTAN elle-même. L'OTAN intégrée militaire d'où nous avait sorti. Parce qu'on, petite précision, je pense que tout le monde sait ça autour de la table, mais on n'est jamais sorti de l'OTAN. Le général de Gaulle n'est jamais sorti de l'Alliance Atlantique. Il est sorti de ce qu'on appelle le commandement militaire intégré. Voilà. Donc il faut préciser ça. Donc là, on revient au commandement militaire intégré. Chirac avait commencé. Ça veut dire quoi, tout simplement, parce qu'il faut être très clair là-dessus, ça veut dire que les Américains décident et qu'on l'exécute. Alors, justement, c'est toute la question. Vous avez tout à fait raison. Il me semble que la question est résolue, non? Mais évidemment, justement, c'est toute la question. La question est résolue. À chaque fois, même le général de Gaulle, les présidents français se sont butés là-dessus. C'est-à-dire, même le général de Gaulle en 58, quand il arrive au pouvoir, il fait une fleur aux Américains et il leur dit, moi, je suis dans l'OTAN avec vous, mais simplement, on dirige à 3, Français, Anglais, Américains. Les Américains l'envoient promener. C'est pour ça qu'en 66, il les enverra promener à son tour. Mitterrand refera la même chose. Chirac, en 95, refera la même chose. Et Sarkozy refait la même chose. Et à chaque fois, et là je vous suis, les Américains disent, non, c'est nous qui décidons tout seuls. Là, Sarkozy dit, c'est uniquement, si on est gentil avec eux, ils nous laisseront et ils ne bloqueront pas les Anglais pour faire avec nous la défense européenne. Alors, en gros, attendez, on essaie de bien comprendre. Sarkozy revient au commandement intégré, fait la rupture avec une politique, disons, relativement traditionnelle de la France depuis De Gaulle. C'est pas aussi simple, mais bon. À peu près. Les Américains vont continuer à vouloir décider tout seuls. Alors, on a envie de dire, Sarkozy, combien de divisions? Non, Jean-Marc. Comment non? Les Américains ont changé de position. Non, les Américains n'ont pas changé de position, mais tu caricatures. Sarkozy pense, je dis pas qu'il a raison, mais j'essaye d'être... Que pense Sarkozy? Sarkozy pense. Décodeur de la pensée sarkozyenne. Mais oui, mais c'est important. Bien sûr, c'est important. Si on comprend pas la stratégie, bien sûr, c'est important. Allez, sondons le cœur, l'arme et la pensée. La stratégie. Ça serait dans la chambre à coucher. Non, mais la stratégie de Sarkozy, c'est si on est gentil avec les Américains, ils laisseront les Anglais et éventuellement d'autres Européens faire la défense européenne avec nous la défense européenne. Je ne vous dis pas que je crois à ça. Mais lui, il y croit d'après vous. Je vous dis que c'est une hypothèse. Non, mais attendez, il faut être honnête avec lui. L'hypothèse inverse a échoué. C'est-à-dire que l'affrontement avec les Américains nous a effectivement empêché de construire une défense européenne, puisque les Anglais n'en voulaient pas et que les autres pays n'en voulaient pas, parce que la vérité, moi c'est ce que je crois, tous les autres pays européens ne veulent pas de défense européenne. Ils veulent être sous le parapluie américain et être tranquilles. Paradoxalement, et je finirai là-dessus, paradoxalement, je finirai là-dessus, il y a peut-être un intérêt commun entre Sarkozy et les Américains, c'est que les Américains en ont marre de tout payer. Ils veulent tout décider, mais ils veulent pas tout payer. Et ils voudraient bien que les Européens n'abandonnent pas complètement leur budget militaire. Alors bon, voilà une explication. Francis, un mot, parce qu'il nous reste peu de temps. Justement, pour revenir justement sur l'Afghanistan et l'implication des forces coalisées. J'aimerais bien votre opinion sur l'OTAN aussi.
Écoutez, j'ai entendu des choses très intelligentes ici sur le temps, mais je vais insister juste une chose. Sur l'Afghanistan, je crois qu'il y a une double difficulté en Afghanistan. Une première difficulté, c'est que les pays qui sont engagés en Afghanistan ne partagent pas tous la même motivation. C'est important. Je pense qu'on a d'un côté les Américains qui engagent quand même une guerre entre guillemets de civilisation en Afghanistan avec le but absolument fantasque, en tout cas un peu mythique, de restaurer la démocratie. Ah oui, ça. C'est ça, ce que je veux dire. Et vous avez les Français qui partent un peu la fleur au fusil, qui vont faire de l'instruction militaire pour remettre en place une armée nationale, pour renforcer l'État, etc. Donc c'est quand même des motivations différentes. C'est très difficile pour une coalition de s'engager comme ça dans une aventure, dans une expédition armée, sans partager, je dirais, le même motif. Deuxième indication, tant que la coalition intervenait en Afghanistan, il y avait comme ça un mouvement qui était soutenu par l'ONU, qui était quand même une volonté internationale. Et malheureusement, il y a eu l'aventure américaine en Irak immédiatement après, qui a jeté un discrédit terrible sur l'ONU, une intervention qui s'est faite contre l'avis de l'ONU, et l'aventure des Américains en Irak plombe singulièrement ce qui se produit, enfin la victoire hypothétique ou possible de la coalition en Afghanistan. Cela est important. Donc vous avez d'un côté un engagement collectif, une coalition internationale avec des visées qui sont, je veux dire, unanimement admises de la communauté internationale. Vous avez de l'autre côté une aventure un peu solitaire, en tout cas solitaire des États-Unis, de plus en plus solitaire, qui a fonctionné comme une négation du droit international justement. Et vous avez donc ces deux mouvements qui sont des mouvements qui s'annulent les uns l'un et l'autre, et je pense que c'est cela qui va peut-être plomber définitivement les chances de victoire de la coalition en Afghanistan. Alors, ce qui choque aussi, on n'a pas évoqué cet aspect-là des choses, mais c'est cette décision quand même unique d'un président seul, le nôtre, qui dit on envoie. Alors là, il y a quand même un débat, il n'y a pas de vote. Oui, mais la République a été faite pour ça. Il n'empêche que permettre à un président seul de diriger en politique étrangère. Sarkozy qui a parlé de rupture. Il y a quand même l'occasion de faire une il est élu du peuple, excusez-moi. Le vote n'aurait pas gêné Nicolas Sarkozy. Vous savez bien qu'il a aussi une majorité, mais au moins symboliquement, on montre que la représentation nationale donne son accord. Il n'y a pas eu de vote pour les premières troupes envoyées en Afghanistan. Je suis bien d'accord, ça ne change pas le problème. Exactement. Quel que soit le titulaire du poste, ça ne change pas l'observation. C'est la cinquième, ça a été faite pour ça. Oui, mais sur la question de l'Afghanistan, il faut se rappeler quand même que durant sa campagne électorale, Nicolas Sarkozy avait expliqué qu'il était urgent de se retirer de l'Afghanistan. Exact. Donc, on a bien compris. Le candidat il a changé d'avis. Et voilà, il a changé d'avis. Il avait promis. Il a changé d'avis entre candidat et président. Voilà, la raison d'État peut-être est passée par là. Non, moi, on met plus de transparence aussi dans la politique étrangère. Donc, je pense qu'un débat est légitime. Un débat est légitime pour les Français. Si dans 2 ans, il dit finalement on se retire, on va dire quoi là? Parce que si c'est toujours un homme seul, il y a quand même un problème. Je sais bien que c'est la 5e République. Oui, ça a été fait pour ça. C'est une réponse à la 3e et la 4e où justement il n'y avait pas de décision, il n'y avait pas de politique étrangère parce que le Parlement régnait. On en a pris des décisions, y compris en Algérie, c'est peut-être pas les bonnes, mais on les avait prises quand même, malgré tout. On avait pris. Je prends juste cet exemple. C'est pas le problème de la 5e République. On reviendra certainement sur les institutions à un moment ou à un autre. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur tout ce qui concerne l'OTAN. Je crois que ce que disait Eric Zemmour tout à l'heure était important, intéressant pour l'avenir, parce que là peut-être on peut parler de rupture déjà, mais on y reviendra. C'est la vraie question. On y reviendra. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais qu'on revienne sur le territoire national. Je vais pas vous faire un long résumé de ce qui s'est passé. Les médias en ont tellement parlé. Il y a la stupide banderole anti-ch'ti qui a été l'objet de toutes les critiques cette semaine. Il y a trois personnes qui viennent d'être gardées à vue là après une perquisition du côté de Boulogne. Moi, j'ai envie de dire, comment empêcher que la France vive sur ces stades la même violence raciste que celle que l'on trouve en Italie ou en Espagne, Nadir? Parce que ça devient une banalisation incroyable, quoi. Effectivement, en Espagne et en Italie, ça devient une banalisation inquiétante, et d'autant plus inquiétante que certains joueurs et des entraîneurs s'y mettent aussi. Je citerai 2 exemples rapidement. En Italie, un joueur de la Lazio de Rome, Paolo Di Canio, entre dans son stade à Rome et fait le salut fasciste devant son public. L'ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis Aragonés, avait traité Thierry Henry de sale nègre. Donc voilà, c'est inquiétant. Mais heureusement, en France, on n'est pas arrivé là. Comment
qu'en faire? La presse italienne, après la victoire de l'Italie contre la France en finale de Coupe du Monde, a dit que l'équipe d'Italie avait du mérite car elle avait battu une équipe de nègres et de communistes. Ouais. La presse aide beaucoup. Donc alors, en France, Nadir, en France, la presse, heureusement. Claude Régent va prendre la parole. En France, alors, on va finir Nadir. Pour répondre à votre question, en France, comment lutter? Je pense qu'il y a 2 mesures toutes simples. Tout d'abord, suspendre les matchs en cas d'insultes racistes et donc les arbitres en ont le droit, faut le rappeler. Et condamner lourdement les auteurs. Et d'autre part, c'est enlever des points quand même, des points dans le championnat pour les clubs de football, parce il faut bien comprendre que les clubs de football sont responsables de leurs supporters. Quand même, il n'y a pas d'un côté les clubs de football, les dirigeants, les joueurs et les supporters. Je veux dire, c'est pas un monde comme ça étranger. On sait très bien que les dirigeants des clubs ont des relations étroites avec leurs supporters. Donc, à mon avis, il faudrait quand même réfléchir à cette option-là. Je pense que ça ferait réfléchir les clubs de football. On va donner la parole à Claude Régent, mais j'ai presque envie de rebondir sur ce que vient de dire Nadir. Bon, les sanctions, elles existent. On peut les appliquer. On peut appliquer des amendes financières, on peut appliquer des amendes sportives, si j'ose dire, en enlevant des points. On peut cesser de faire jouer le match. Et pourtant, rien de tout cela ne se produit. Alors pourquoi? Jamais, parce qu'on ne sait pas dire une bonne fois pour toutes, par exemple, pour parler de ces fameux Boulogne Boys, que c'est fini. Boulogne. On enlève la banderole, on a repéré depuis longtemps des imbéciles au front bas et au crâne rasé, ça suffit. On peut quand même parfaitement les interdire de stade. Les Anglais ont réglé le problème comme ça, hein. Ils ont interdit de stade, point à la ligne. Et puis d'autre part, moi je voudrais quand même qu'on fasse attention, parce qu'on dit toujours racisme, mais c'est plus bête encore que ça. Le racisme est une bêtise absolue. Mais là, quand on en est à se dire les ch'tis, à Lyon, c'est contre les Stéphanois et vice-versa, etc. Tout ça est d'une nullité absolue. Et je me dis toujours, effectivement... C'est le degré zéro d'intelligence, oui, ça c'est sûr. Hein. Mais en Italie, c'est pas un problème raciste. En Italie, c'est très vieux le phénomène. Moi, j'avais vu à Milan, un jour, une banderole pour accueillir l'équipe de Naples. C'était très finement, bienvenue en Italie. Vous voyez ce que ça veut dire là-bas? C'est-à-dire, nous on est l'Italie et le Sud, quoi. Bon, ça, on est dans le degré zéro. Et il y a parfaitement des moyens. Et c'est vrai qu'arrêter un match, mais c'est rien du tout. Pourquoi on n'arrête pas un match tant que la banderole est en place? C'est rien du tout à faire. On n'a pas le courage. Parce que les clubs, effectivement, les clubs ont passé des accords, des deals très foireux pour dire, on va vous laisser. À Marseille, même les clubs d'ultra distribuaient les places. Il faut le savoir, ça. Donc quand même, on est dans une collusion incroyable, on laisse faire, et résultat, vive le rugby, parce que là-bas, il n'y a pas de problème. Vous avez un ami aujourd'hui. Je suis un fanatique de football, mais je dis que sur le public, c'est inadmissible, voilà. Absolument. Alors, je sens Éric Zemmour chaud bouillant, bouger, frétiller sur son fauteuil. Parce que je suis pas du tout d'accord avec ça. Ça, j'imagine, oui. Pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve la campagne médiatique autour de cette banderole délirante. Disproportionnée, évidemment. La banderole aussi, elle était disproportionnée. Et puis c'était un match télévisé et c'était une finale. Et il y avait le président de la République dans l'enceinte. Non mais franchement, il y a des choses sérieuses. Alors on va laisser. Il y a des choses sérieuses. C'est ridicule. Je vais vous dire, le foot, d'abord, il y a toujours eu. C'est consubstantiel au foot. Il y a toujours eu des guerres entre villes. C'est interville le foot. Il faut savoir ça, c'est ça le foot, que ça vous plaise ou non. Mais non, mais dans Interville, il y a mais là, c'est pas raciste. C'est pas raciste, c'est pédophile, consanguin. Mais non, mais c'est des conneries. C'est au minimum xénophobe. Mais non, mais c'est même pas. C'est pas l'étranger. C'est simplement ou alors l'étranger au village. Oui, d'accord. D'accord, si vous voulez. Mais c'est l'étranger au village. C'est la guerre des villages. C'est n'importe quoi. Mais c'est consubstantiel au foot. Le foot est un sport profondément populaire. Alors vous pouvez l'opposer au rugby, on en parlera après. Mais le foot est le sport populaire, c'est pour ça qu'il est universel et c'est pour ça que il véhicule et c'est pour ça qu'il véhicule exactement. Et pourquoi au Brésil c'est un sport populaire? Ah ouais, vous croyez qu'au Brésil c'est pas comme ça? Mais vous rigolez ou quoi entre Rio et les autres villes? Mais vous rigolez, c'est exactement la même chose, c'est pire. Et je vais vous dire, pourquoi c'est moins en France? Pourquoi vous nous avez très bien dit on va suivre les exemples, mais parce que le foot est moins important. Justement, le foot est moins une passion en France qu'en Italie et en Espagne. Je suppose que vous n'êtes pas d'accord avec cette banderole. Évidemment. Non mais attendez. C'est une passion récente. Attendez. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bravo Francis. Que faut-il faire? Parce que bon, j'y viens. On constate. Deuxièmement, parce que je tiens à cet argument que je répète à chaque fois. Je pense que le foot d'aujourd'hui connaît ses débordements. Je vous l'accorde tous, bien pire que ce qu'ils furent, parce que il y a
un changement de nature du football qui s'est mondialisé, qui s'est, si vous voulez, qui est pourri par l'argent, qui ne correspond... Des milliardaires qui courent après un ballon rond, quoi. Des milliardaires qui courent après un ballon rond, achetés par des milliardaires qui viennent d'on ne sait où. Hein. C'est devenu, en fait, des agents. Les footballeurs, normalement, le footballeur, il incarne justement le village. Il incarne l'ouvrier qui sort de l'usine. C'est l'histoire de Coppa, vous vous souvenez? Coppa, il va à la mine, son père va à la mine, il se coupe un doigt à la mine et il devient le plus grand footballeur d'Europe. C'est ça le foot. Et là maintenant, oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc ça, moi je pense qu'il y a un décalage et que les classes populaires, les plus pauvres... Coppa aussi, il y avait du racisme anti-polonais. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais là, ça a pris des proportions. Non, mais là, il n'y avait pas de violence. Non, si, il y avait non, il n'y avait pas de violence. Oui. Là, maintenant, moi, quand j'étais petit, j'allais au foot en famille. Mon père m'emmenait. On ne risquait rien. Troisièmement, et on va laisser finir Éric Zemmour. Que faire? Et on va donner la parole à Francis. Que faire? Comme disait Lénine. C'est un ouvrage de Lénine. Voilà. Je peux pas m'empêcher. Il peut pas s'empêcher. On a donné l'exemple anglais. Alors, pardonnez-moi Claude, mais ça me fait bidonner l'exemple anglais. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'exemple anglais, quand on nous vend partout, et vous l'avez encore fait, vous savez ce que c'est l'exemple anglais? C'est les places tellement chères qu'il n'y a plus un type qui peut se le payer. Qui peut se le payer. Et alors je vais vous dire, qu'est-ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui? La violence qu'on voit plus dans les stades quand il y a Arsenal, Liverpool. Évidemment, c'est des milliardaires qui jouent devant des milliardaires, devant des millionnaires. Qu'est-ce qui se passe? La violence, elle est dans les clubs de Division 2, Division 3. Je t'assure, Francis, il y a des centaines de flics qui maintenant cernent les stades dans les matchs. Je t'assure que c'est vrai, j'ai lu ça récemment, dans les stades de Division 2 et Division 3. C'est ça l'Angleterre. Bon alors, ça ne donne pas une solution. Peut-être Francis Laloupeau, le vieux sage du Bénin, va nous donner une solution. Je suppose qu'il faut faire court, Jean-Marc, n'est-ce pas? Excusez-moi. Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est une façon détournée de rappeler qu'Éric Zemmour a été extrêmement long. Pardonnez-moi. Bien qu'il a dit des choses que je partage. Bon, merci. Une fois encore. Il y a un axe. Il y a un axe. Non, mais c'est vrai. Alors, Francis. Non, je vais juste dire, faire une réflexion générale après tout ce que j'ai entendu. Vous savez, dans les années 50, 60, 70, il y avait une phrase où on disait quelle connerie la guerre. Jacques Prévert. Ouais. Jacques Prévert. Et aujourd'hui, on peut dire quelle connerie le foot. Parce qu'on a le sentiment qu'on pose la question de savoir quoi faire des supporters. Je crois qu'il faut se poser la question plus en profondeur, se demander si cette connerie n'est pas consubstantielle justement de ce foot tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. C'est en cela que je partage évidemment. C'est-à-dire le règne de l'argent, le règne de la mondialisation. C'est la manière dont ce foot est partagé. Il me semble de toute façon que à partir du moment où, écoutez, moi j'ai une sorte comme ça de frayeur naturelle vis-à-vis de tous les rassemblements comme ça un peu gigantesques. Et c'est vrai que le foot, enfin le sport en général, c'est devenu ça. Mais ça c'est un avis tout à fait personnel. Je respecte le sport, mais je crains justement qu'on ait les mêmes dérives avec le sport qu'on peut avoir justement avec le rassemblement religieux, etc. C'est-à-dire que cette relation un peu religieuse qui s'est développée depuis quelques années entre l'esprit populaire et le football, qui n'est en fait au fond que du sport. Moi j'ai toujours été frappé d'entendre les commentateurs commenter le football. Oui, c'est normal. C'est de la guerre non seulement avec les termes guerriers, mais avec une gravité absolument déconcertante, parce que j'avais toujours pensé quand j'étais gamin que c'était simplement de la fête. Alors expliquez-moi, excusez-moi, mais expliquez-moi les enjeux. Les mêmes termes sont employés rugby. Et il n'y a pas de débordement dans les stades. Il y a un souci. Moi, je dis simplement. C'est pas un sport populaire. Mais si, il y a c'est un sport provincial, ce qui n'est pas la même chose que pas populaire. Élitiste dans les pays anglo-saxons et provincial en France. Mais la province n'est pas nécessairement aisée en France. Écoutez, il y a 100 000 personnes au Stade de France quand l'équipe de France de rugby joue. Il n'y a jamais eu aucun incident. Et les gens, ils vont en famille. Et ils payent les mêmes prix qu'au football. Le foot, quand j'étais petit, c'était ça. Ah oui, mais espérons que le professeur. Je vous fais le pari qu'on y arrivera si on prend les mesures qui conviennent. Et je répète, les mesures que Nadir a évoquées, elles seraient suffisantes. Alors moi, je voudrais qu'on continue un petit peu le débat. On a encore un petit peu de temps. Je voudrais qu'on pose une autre question. Je trouve qu'il y a quand même une émotion particulière, un peu plus importante que d'habitude, avec cette banderole des ch'tis. Parce que justement, je crois qu'il y a cette banderole a frappé les esprits parce que ça a ramené justement ce problème à sa dimension, je veux dire, la plus sensible pour la population, c'est-à-dire on est dans la proximité. Justement, la relation du village. Mais au fond, le succès du film y a fait beaucoup. Ça y est, ils sont déifiés les ch'tis. Si le film
si le film fait ressortir des pulsions aussi mauvaises sur des terrains de football, ça veut dire que ces pulsions existaient déjà. Donc, du nègre au ch'ti, on n'a que la déclinaison absolument hallucinante du racisme. Est-ce qu'on en a fait toute une histoire aussi importante sur le plan médiatique, quand, pour reprendre votre expression que je mets en guillemets, des nègres, que sur les ch'tis? Bah oui, le joueur noir qui a été insulté, on en a eu pendant la semaine aussi. Oui, t'en as eu pendant la semaine. Peut-être a-t-on oublié ce qui est arrivé à pas mal de joueurs ultramarins ou d'origine africaine, de l'équipe de France ou d'équipe professionnelle, où il me semble, ça a mis du temps avant que des Thierry Henry, des Lilian Thuram fassent partie de campagne pour essayer d'améliorer les choses. Ça n'a d'ailleurs, hélas, pas marché, on s'en rend compte. Mais il n'y a pas une différence de traitement. Vous pensez que médiatiquement, c'est le même traitement? Dans l'esprit populaire, le fait d'exprimer du racisme vis-à-vis de quelqu'un dont la couleur de peau est différente est quand même relativement intégré, je veux dire, dans l'esprit des gens. Après tout, le racisme, c'est une sorte de racisme visible en quelque sorte. Mais dès lors que... Vous voulez dire que c'est plus acceptable dans la mentalité des gens? Ah non, c'est pas acceptable. Historiquement, il y a une sorte d'habitude comme ça, effectivement, inquiétante. Francis, c'est insupportable. En France, on s'insulte toujours entre Marseillais, le Nord. On n'a pas attendu les Noirs et les Arabes pour s'insulter. Consanguins, pédophiles. Mais ça toujours. Et Parisiens tête de veau et compagnie. On en revient aux guerres de village. Mais c'est que pour les gens, le racisme entre blancs est quand même beaucoup plus frappant et plus inattendu que du racisme. Moi, j'aimerais bien, alors je vais vous dire, j'aurais bien aimé qu'on fasse un tel foin quand on a sifflé la Marseillaise. Moi, ça me choque beaucoup plus. Enfin, c'est pas, il y a eu. Ah si, c'est la même chose. C'est la même chose. Je crois pas qu'il y ait des degrés dans l'indignation. La stupidité, elle est vraiment sans frontières. Et là, c'est vrai que malheureusement. Je parle des réactions médiatiques. Malheureusement, cette stupidité-là, elle concerne, on va dire, 1000 personnes sur un stade de 100 000. Le problème, c'est que ça se voit énormément parce que la télé est là, parce que c'est en direct, et parce que les médias sont là. Mais ça, on n'empêchera quand même pas. On essayera peut-être avec un petit peu de recul et d'objectivité de se dire qu'après tout, ces 1000 personnes, ça n'est pas 80 000. Et il faudrait quand même pas non plus jeter le bébé complètement avec l'eau du bain et puis se dire, on n'a qu'à supprimer le football. Oui, mais on peut supprimer tout. Supprimer tout. À ce moment-là, de toute façon, ce n'est que l'expression d'une réalité. On supprime tout. Non, ça existera. Le fric, tout ça, oui, peut-être. Mais en tout cas, c'est là. Il y a encore des gens qui aiment, qui regardent, qui apprécient, qui ont le droit aussi de soutenir leur équipe. Faut pas non plus vouloir faire de toute la France un pays d'enfants de cœur. L'excès de la démonstration permet d'y réfléchir. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, on va arrêter là, et on va aborder la dernière chose. Vous allez voir que finalement on continue. Alors c'était dans le titre d'un certain quotidien hier. Après le spray anti-SDF, on vient d'inventer la boîte ultrason anti-jeunes. Je vous jure, c'est pas une plaisanterie, c'est pas de la science-fiction, ça existe, ça s'appelle Beethoven. Celui qui a surnommé ça n'a pas drôle. Il y a de l'humour. Il y a au moins un minimum d'humour. Alors bon, au nom de la sécurité et de la tranquillité, Big Brother s'invite un peu chez nous, c'est quand même ça. Et on passe surtout, me semble-t-il, d'une politique ou d'une organisation de prévention sociale à de la dissuasion. Je cite un philosophe qui était interviewé dans le même journal, la dissuasion urbaine, dit-il. Alors Éric Zemmour, tiens, on va tout de suite vous aborder sur ce sujet-là. Ça vous paraît bien, vous allez mettre un boîtier anti-jeune dans votre immeuble, devant votre porte? J'entends à vos sarcasmes que, évidemment... Je suis sarcastique, je l'avoue, humblement. Vous avez le droit. Moi, je vais vous dire, je ne mettrai pas de Beethoven, parce que je vis... Ou alors seulement sur la platine de disque. Vous mettrez la chevauchée de Valkyrie. Moi, je vis dans un quartier bourgeois. Ah, bon voilà une nouvelle. Il travaille au Figaro, il vit dans un quartier bourgeois. Donc je n'ai pas de problème dans mon immeuble. Moi, je vis en Seine-Saint-Denis. Mais j'aimerais... Parce que évidemment, dans un premier temps, je me dis c'est grotesque et c'est stupide et c'est bête, etc. comme vous. Mais ce que j'aimerais qu'on dise, qu'on arrête de stigmatiser des gens qui veulent de la tranquillité et qui ont le droit autant que nous à la tranquillité. C'est pas ce qu'on dit. Si. Parce que vous pensez qu'un boîtier de ce genre peut leur apporter aujourd'hui, la tranquillité. il y a des problèmes gravissimes d'ordre. Dans les gravissimes, oui, on va laisser parler. En particulier dans les cages d'escalier, il y a des bandes de jeunes qui prennent les cages d'escalier d'assaut. En otage, si j'ose dire. C'est-à-dire, oui, c'est ça, insultant les gens, trafiquant la drogue dans les escaliers ou dans les caves, etc., menaçant les habitants. Ça existe, et ça existe personne n'a dit ça n'existait pas, Zemmour. Non. Est-ce qu'un boîtier va permettre de résoudre ça? J'ai pas fini. Deuxièmement, la prévention sociale. Pourquoi on passe, vous dites ça,
avec éloquence de la prévention sociale à la dissuasion urbaine. Mais mon cher Jean-Marc, c'est parce que la prévention sociale a échoué. Et que, de même, le maintien de l'ordre, même au-delà de la prévention, a échoué. Donc les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Il faut la lobotomiser alors. Mais non, mais les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Mais c'est vrai que. C'est l'orange mécanique. Mais oui. Mais alors, moi, je vais te dire, je finirai là-dessus. Je pense que la mondialisation économique crée de la précarisation, crée du désordre, crée donc de la violence, et que je ne vois pas le rapport intermondialisation. Mais si, bien sûr que si. Parce qu'il y a des populations là, avec un niveau de développement différent. Ils ne sont pas issus de la mondialisation. Mais bien sûr que si, c'est la précarisation économique. Mais en France, bien sûr. Le rapport entre précarisation économique, mouvement de population, tribalisation, flux migratoire, cette conjonction de tout ça, ça donne un désordre. Et finalement, ça donne. Tous ces gens-là se retrouvent en bas des immeubles. Exactement. Pas tous ces gens-là. Bien sûr que non. Je suis pas des. C'est un peu comme dans le football tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des groupes. C'est pas ce qu'on entend. Arrêtez. Vous voulez entendre ça? Non, on veut rien entendre. Il y a des groupes. Surtout avec Beethoven, on entend plus grand-chose. Exactement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un désordre. Il y a une violence qui s'accroît depuis 20 ans à la conjonction de beaucoup d'éléments et que les gens ne savent plus à quel saint se vouer et ils cherchent désespérément des solutions de plus en plus barbares et de plus en plus choquantes. Là, je commence à mieux comprendre. Mais oui, parce que moi j'essaie de comprendre, je ne juge pas, j'essaie de comprendre. Et il y a des raisons à ça. C'est que la violence monte et que les gens sont affolés. C'est tout. Alors Nadir, vous partagez ce sentiment, le fameux sentiment d'insécurité? C'est pas un sentiment, ce n'est pas un sentiment, Jean-Marc, c'est une réalité. Alors, cette réalité vue par Éric Zemmour? Alors, c'est clair qu'il y a des problèmes d'insécurité en France, mais est-ce que donc un répulsif va permettre moins d'insécurité? Enfin, je suis pas convaincu. En tout cas, dans le témoignage qui est marqué dans le Parisien, parce que je cite le Parisien. Citons le journal, en l'occurrence c'est le Parisien. Le Parisien, il y avait un témoignage intéressant d'une personne qui dit, moi, d'accord au départ, je trouvais ça un peu bizarre, mais là, il se trouve qu'entre 2h et 3h du matin, j'ai pu dormir. Voilà. Et on n'imagine pas, parce que c'est vrai qu'au voie de notre confort, on n'imagine pas la vie des gens en banlieue, mais même pas en banlieue. Mais même vous êtes à Paris, dans les quartiers populaires, une moto qui passe et qui réveille 40 000 personnes, selon les statistiques. Vous croyez pas qu'il y a un moment où il faudrait trouver une parade à ce genre de désagrément? Alors là, on va pas mettre des boîtiers partout, mais il y a des choses qui me paraissent, en plus la formule est tellement discriminante, c'est-à-dire que ça ne touche que les oreilles des jeunes. Bon, tout ça sent pas bon parce qu'effectivement, on arrive à des dérives extraordinaires. Mais que les gens réfléchissent et se disent, il faut absolument que je me protège contre le bruit, et pas moi-même d'ailleurs, mais mes gosses. Le bruit, pas seulement le bruit, ça c'est légitime. Pas seulement le bruit, les menaces, la violence, Attendez, on va laisser finir Claude Régent. Ça y est, j'ai fini. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je trouve ça, peut-être que je suis naïf encore une fois, mais je trouve ça naïf parce que voilà, je suis jeune, donc faut bien le dire. Sans compter quand même que ce boîtier ultrason est peut-être misé dans la santé. Il est menacé. S'il vous plaît, on va le laisser finir. Je crois pas que je suis partie de la catégorie des jeunes. On vous entend plus là. Je n'ai pas parlé de la validité de la méthode, que je réponds, je viens de le dire, mais c'est le fait que les gens réfléchissent à des solutions. Moi, ce qui me choque, je veux bien être la représentante des jeunes sur ce plateau. Moi, ce qui me choque, c'est que c'est pas faire, Nadir. Vous avez bien raison. C'est vous l'avenir, c'est pas nous. Ce produit s'appelle Beethoven. Vous savez comment on l'appelait en Grande-Bretagne? Mosquito. Mosquito, ça veut dire moustique. Petit moustique, oui. Mosquito en espagnol. Donc ça résume très bien, à mon avis, le problème, c'est que des entreprises prennent, une catégorie de population pour des insectes. Voilà, tout bêtement, on dit, de la sorte des insectes, des nuisibles. Mais mon cher Nadir, ils pourrissent la vie de centaines de milliers de gens. Attendez. Eric, vous l'avez déjà dit. Ne relancez pas la machine. Non, mais c'est important. Ne relancez pas la machine, on a bien compris. La question qui se pose ici, c'est de savoir comment fait-on? Ouais, je suis d'accord. Et est-ce que c'est par la répression? Mais s'il y avait une solution, on l'aurait trouvé depuis longtemps. Mais avant, il y avait un spray anti-SDF, rappelez-vous. Oui. Donc maintenant, un répulsif anti-jeune, et demain, ça va être quoi? C'est pour ça que je leur parlais de la mondialisation, c'est la précarisation. Il faut être sérieux. Je pense qu'il ne faut pas confondre le besoin légitime des gens de tranquillité. Il ne faut pas, ma question, d'être
indulgent à l'égard de ces jeunes qui prennent en otage, je veux dire, les bas des escaliers. Nous avons tous connu, évidemment, des spectacles qui sont pénibles, je veux dire, de ce point de vue-là. Et mais en même temps, je veux dire, la question de savoir quels sont les moyens à employer. C'est ça, c'est la question des moyens. La question que pose Jean-Marc, c'est les moyens. Est-ce qu'il n'y a pas, je veux dire, quelque chose de l'échec de la société? Mais est-il même seulement efficace? Voilà, c'est ça. Est-il même seulement efficace? On est d'accord, c'est l'échec. Et alors, une fois que t'as dit ça, qu'est-ce que tu Non, mais parce qu'il y a un parallèle entre ce boîtier musical ou électronique avec le spray anti-SDF aussi. Il faut quand même dire que Madame Bachelot et puis Monsieur Laporte, je crois, ont condamné tous les deux, je veux dire, ce système-là. Ça ne veut pas dire qu'ils cautionnent pour autant. Et dire ce qui se passe, je veux dire, en bas de certains immeubles. Par ailleurs, Eric disait en commençant que dans l'immeuble où il habite, où il travaille, il n'a pas ce souci. C'est ça, d'accord. Alors, à quels immeubles sont destinés, je veux dire, ces boîtiers-là? C'est ça. Les immeubles où il y a justement les bandes de jeunes qui occupent ces escaliers. En banlieue ou dans les quartiers populaires de Paris. C'est peut-être ça qu'il faut réussir à repenser autrement, peut-être. C'est ça qu'il faut penser. Peut-être. Il faut envoyer des forces de police décuplées, alors. Mais Eric, ce qu'on a oublié de dire, c'est que lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il y avait une de ces lois, justement, il y avait un dispositif. C'est très juste. Il y avait un dispositif, justement, pour sanctionner les jeunes en bas des immeubles. Qui a échoué. Parce que j'ai pas vérifié. Si, parce que les gens n'osaient pas. Laissez-le parler, il va vous employer encore une diérèse ou une cinérèse. Échoué, pour être bien sûr de lui. Non, parce que ça a échoué parce que justement, comme les gens, ça reposait sur la dénonciation par les victimes de ces coupables, et que comme les gens étaient terrorisés, ils n'osaient pas les dénoncer. Donc ça a échoué. On n'est pas obligé de passer par une dénonciation, il suffit de se promener dans les rues et de constater. Là, on va s'arrêter là, parce que je vais vous dire pourquoi. On aura l'occasion d'en reparler, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Actuellement, excusez-moi Jean-Marc, il y a quelque chose quand même de l'échec d'une société qui n'arrive pas à trouver d'autres méthodes que celle-là, parce que ça nous fait penser à nous, cette génération. Il faut quand même dire une chose, si je me permets une petite parenthèse malgré tout. Quand vous dites c'est une société qui ne trouve pas d'autres méthodes, c'est un produit commercialisé par une société privée. Il faut quand même préciser ça. Hein. C'est pas non plus une décision de l'État ou d'un élu. Faut pas non plus. Mais ça prouve bien que la société est en... Ça prouve que la société est en recherche de sécurité. Claude Régent. Moi, j'avoue que si j'avais un spray pour lutter contre les supporters stupides, je crois que je me demande si je l'utiliserais pas discrètement. Le boîtier musical, finalement. On pourrait faire comme ça. Un petit coup dans les oreilles. Ils vont faire. Bon, voilà. On n'a pas tout à fait fini l'émission. Ça va nous laisser un petit peu le temps de parler de deux choses. D'abord, vous dire que nous évoquerons sûrement les mesures de ce qu'il ne faut surtout pas appeler un plan de rigueur, puisque on sait que l'État doit faire beaucoup d'économies. Le Figaro nous en a parlé dans une édition de vendredi, et notre président de la République a fait un discours ce jour-là aussi. On en reparlera bien précisément la semaine prochaine avec plus d'informations. Quelques éléments sur ce que j'ai aimé et ce que j'ai détesté cette semaine. Alors, je crois que parmi vous, certains avaient une petite chose à dire. Non, Claude Régent, moi j'ai bien aimé un papier de notre confrère Philippe Ridet dans Le Monde qui raconte ses relations avec Monsieur Sarkozy. C'est un papier. C'est son nouveau livre. C'est un extrait de son nouveau livre. Il présente son nouveau bouquin et c'est très intéressant, notamment sur le rapport du tutoiement au vouvoiement. C'est assez délicieux et je conseille à tout le monde. Je pense que le confrère sera content de savoir qu'il a au moins un lecteur potentiel. Bon, autre chose, Francis, je sens qu'il est d'impatience de dire quelque chose. Alors pas du tout, aimer ou détester, je sais pas, je pensais pas à une chose particulière. Je voulais juste rappeler que nous sommes, aujourd'hui, au moment où nous enregistrons, c'est le 40e anniversaire de la mort de Martin Luther King. Et voilà, donc il y a une pensée... C'est quand même un petit peu étonnant. Voilà. 40 ans, Martin Luther King était assassiné, et aujourd'hui, peut-être que Barack Obama sera le candidat démocrate aux élections présidentielles américaines. 40 ans, voilà. Donc, une pensée. 40 ans de parcours, une pensée pour l'homme. Une pensée pour l'homme, une pensée pour son action, une pensée pour sa philosophie. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde a bien besoin de ces paroles-là et de cette pensée-là. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Peut-être un petit mot sur le procès Renault. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Renault vient d'être condamné en appel pour fait de racisme dans son entreprise entre 1960... Non, pour fait de discrimination. Excusez-moi, pour fait de discrimination au niveau des carrières, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et en plus, c'est que le PDG de l'époque... J'allais le dire, le PDG de l'époque, Louis Schweitzer, est actuellement le président de la HALD, de la Haute Autorité de la lutte contre la discrimination. Parfois, l'histoire vous rattrape, quoi. C'est ça. Sauf qu'un PDG n'est peut-être pas responsable de ce qui se passe dans le tel atelier, quand même. Et puis, Renault conteste ses paroles contre paroles, parce que le type qui s'estime
estime discriminé, qui est un type c'est un Antillais, je crois. C'est un Antillais. Il estime qu'il a été discriminé en raison de sa couleur. Et Renault, la hiérarchie de Renault conteste ça. Il n'y a pas de, pour l'instant, on n'en sait rien. Enfin, la Cour d'appel a tranché. Et quand la justice a tranché, en général, ça fera jurisprudence. La justice fait jurisprudence, hein. Oui. Voilà, vous êtes satisfait. Je sens que cette semaine, vous êtes d'un calme olympien. Bon, on vous remercie de votre fidélité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu. Et n'oubliez pas, je vous l'ai dit en début d'émission, si vous le pouvez, dimanche, pour Ingrid Pétancourt, n'oubliez pas les marches blanches. Voilà, bonne semaine, rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.